Tout d'abord, qu'est-ce qu'une poutre de treillis? C'est avant tout un assemblage triangulaire qui permet de supporter la compression et la traction engendrées par des charges élevées sans alourdir la structure. Le triangle a été pris comme base de ces constructions parce qu'il est la seule figure géométrique indéformable. Une poutre de treillis est donc un système triangulé. Elle est constituée de montants et de diagonales, en bois ou en acier, le tout assemblé relié au moyen de nœuds qui servent d'articulation. Ceux-ci prenant appui sur des semelles parallèles appelées membrures supérieures et inférieures. Le treillis est principalement utilisé dans les fermes de toiture, sa portée étant de plus de 15 mètres. L'intérêt d'une poutre au treillis est de pouvoir augmenter son inertie, c'est-à-dire sa hauteur, sans augmenter la quantité de matière. Dans une structure treillis, par rapport à une poutre pleine, on a donc moins de matière, mais plus d'assemblage, ce qui signifie plus de travail en termes de calcul et de main-d'œuvre. La réaction. Le chargement que doit supporter un treillis doit être appliqué au nœud, ce qui a pour effet de provoquer des contraintes en traction et en compression dans les barres. Le fait d'ajouter une charge sur une barre entre ces articulations amènerait un effort en flexion qui pourrait provoquer la destruction du treillis. Il y a différents types de treillis. Comme nous pouvons le voir, il y a différents types, dont le treillis de Pratt, qui nous servira de support pour notre explication de TD. Voici le premier schéma de notre poutre treillis. Elle faisait 1,20 m de longueur par 20 cm de haut et portait 7 kg, représenté ici par les flèches en rouge. Elle était divisée par 6 rectangles, soit 12 triangles. Ses points d'appui sont RA et RB et étaient situés sur la membrure inférieure de la poutre. En dimensionnant la poutre, nous nous sommes rendus compte que les deux barres sur la membrure inférieure les plus extérieures à la poutre sont inutiles pour que la membrure supérieure soit accrochée aux appuis RA et RB, ce qui fait un gain de 2 triangles sur la poutre treillis, soit 4 barres à l'intérieur de la poutre. Pour passer du schéma à la maquette, nous avons dû illustrer deux phénomènes, la compression et la traction. La compression est illustrée par deux tasseaux de bois rentrant dans un tube de PVC. La traction, elle, est représentée par un tasseau de bois avec deux anneaux et un élastique. Quand traction il y a, l'élastique se déforme. Les nœuds, eux, étaient représentés par des rectangles en bois avec des boulons traversant de part en part cette partie de bois et retenant soit l'élastique, soit la boucle du tasseau de bois qui représentait la compression. Pour la maquette, nous avons décidé de placer un tablier chargé de 3 kg sur un plan de travail et notre maquette de poutre treillis. Nous avons vu précédemment que c'était les nœuds qui reprenaient les charges et donc nous nous retrouvons avec 5 newtons à chaque nœud. Nous pouvons désormais commencer les calculs pour déterminer les efforts dans chacune des barres. Pour cela, on commence par calculer la réaction aux appuis. On détermine d'abord un système d'axes X et Y, puis on utilise le principe fondamental de la statique sur les moments en A, qui nous dit que la somme des moments en A doit être égale à 0. On trouve alors que la réaction à l'appui B est d'environ 10,8 newtons. Puis, on applique le PFS sur les forces en Y, qui de la même façon nous dit que la somme des forces en Y doit être égale à 0. On trouve alors une réaction à l'appui A d'environ 17,2 newtons. On peut maintenant appliquer la méthode des nœuds pour déterminer les efforts dans chacune des barres. Cette méthode consiste à isoler chaque nœud, faire le bilan des efforts qui s'appliquent dessus, puis appliquer le PFS des forces en X puis en Y, toujours en gardant le même système d'axes. Il n'est pas nécessaire de faire le calcul sur la totalité de la poutre car elle est symétrique. On reportera uniquement les valeurs par rapport à cet axe de symétrie. En commençant par le premier nœud, on s'aperçoit de suite que les efforts dans la barre 1,3 sont nuls. C'est pourquoi nous avons décidé de la supprimer dans la maquette. On continue ainsi pour tous les nœuds. Notons qu'il faut être vigilant sur le sens des flèches, qui détermine si la valeur est positive ou négative. Le cas est particulier pour les diagonales, où il faut intégrer soit un cosinus, soit un sinus, pour obtenir la valeur de l'axe sur l'axe X puis sur l'axe Y. On commence à reporter les valeurs sur notre schéma. Ainsi, on continue de calculer les forces pour tous les nœuds voulus. Lorsque la valeur est négative, l'élément est en compression. Lorsqu'elle est positive, il est en traction. Comme dans une poutre traditionnelle, on remarque que la membrure supérieure est en compression tandis que la membrure inférieure est en traction, et que les valeurs augmentent lorsque l'on se rapproche du centre. Les montants sont en compression avec une valeur qui est égale sur tous, sauf pour le montant central où la compression est plus élevée.
Les diagonales, quant à elles, sont en traction et la valeur de la traction augmente lorsque l'on s'éloigne du centre. Ce qui signifie que les efforts dans les diagonales sont plus importants aux extrémités. Pour la maquette finale, nous avons opté pour un modèle plus court de la poutre Pratt. L'idée étant toujours de montrer comment est décomposée la force qui s'applique dans la poutre. Nous avons gardé les élastiques pour la traction et les tasseaux de bois pour la compression. Nous avons aussi posé du poids afin d'évaluer la réaction de la structure. Le montage nécessite de scier et de percer les tasseaux de bois qui viennent accueillir les rotules, un assemblage vissé et boulonné. Des crochets à l'extrémité de certaines barres viennent supporter les élastiques. Et voici notre poutre treillis. En chargeant ponctuellement notre poutre au niveau des nœuds, nous pouvons remarquer qu'il redistribue la force dans les barres. Les élastiques s'allongent tandis que les tasseaux se compriment.